Bonjour à toutes et à tous. Voici une nouvelle vidéo pour Psy-Éco Développement. Aujourd'hui, nous allons parler de transformation, leadership transformationnel et du challenge inauguré par Christine il y a plusieurs années, le challenge J'arrête de râler. Donc aujourd'hui, nous parlons des 21 jours pour booster la transformation. Alors, je suis vraiment ravie de vous accueillir. Ce que je vous propose pour vraiment bénéficier au maximum de cette conférence, eh bien, c'est simplement de prendre le temps d'aller chercher un cahier, un stylo, peut-être un verre d'eau, ce dont vous avez besoin, de pouvoir vous installer confortablement. On va passer à peu près 45 minutes ensemble. Donc, voilà, mettez-vous dans les meilleures conditions et je vais partager, moi, pendant ce temps-là, mon écran. Donc, laissez-moi une petite minute pour trouver voilà, les différents boutons. Donc, c'est ici. Voilà. Ok. Voilà, donc je vais rester en encart sur le côté. Voilà, donc j'espère que vous êtes vraiment bien installés donc, pour cette conférence qui s'appelle Développer un leadership transformationnel. 21 jours pour booster la transformation avec la méthode de Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler. Alors, qui est Christine? Christine Levicki est coach d'entreprise, conférencière et spécialiste du leadership. Elle a l'habitude d'intervenir dans des grands groupes pour parler de ce sujet et du sujet de J'arrête de râler en particulier. Elle est passionnée par le travail et par l'idée que chacun d'entre nous, nous pouvons nous réaliser sur le terrain de jeu du travail. Elle est l'auteure de plusieurs best-sellers, J'arrête de râler sur ma famille et mon conjoint, J'arrête de râler au boulot et aussi Wake Up. Justement, elle a écrit J'arrête de râler au boulot avec son ami Emmanuel Nave qui est DRH à Mutuaide Assistance, une des filiales de Groupama. Pour ma part, je suis Ida Génari Elichery, je suis la fondatrice de Psy-Éco Développement. Si vous me suivez, vous avez l'habitude maintenant de voir quelques-unes de mes vidéos ou de me suivre sur Facebook ou sur LinkedIn. Ce cabinet est un cabinet de psychologie et de conseil dans lequel j'accompagne les organisations, les managers, les équipes dans leur transformation, dans la mise en place de la qualité de vie au travail, de la prévention des risques psychosociaux et aussi dans la gestion de leur talent. Je suis spécialisée dans l'identification des hauts potentiels. Donc, j'ai aussi des particuliers qui viennent faire des bilans cognitifs à mon cabinet pour savoir s'ils ont ce mode de fonctionnement particulier et comment, auquel cas, orienter leur parcours, qu'il soit scolaire ou professionnel. Et puis, je m'occupe également d'accompagner les femmes dans la conciliation de tous leurs projets de vie, qu'ils soient professionnels, personnels, familiaux, sociaux, leurs activités. L'idée étant de dire que eh bien, nous avons à cœur de prendre soin et d'allier notre bien-être et notre réalisation, que cet exercice n'est pas toujours facile, mais qu'il est possible. Voilà, j'ai moi-même 4 enfants et il est vraiment important pour moi de dire aux femmes et de partager avec les femmes que nous avons la possibilité de déployer toutes nos facettes. Voilà, donc je suis docteur en psychologie du travail, je suis psychologue et coach certifié d'HEC Paris et j'ai bien le privilège et le plaisir d'être ambassadrice de J'arrête de râler, voilà, de Christine Levicki. Alors, ce que nous partageons toutes les trois, Emmanuel, Christine et moi, c'est d'abord l'idée qu'il y a plein de raisons valables de râler au boulot. Si nous sommes arrivés à déployer ce message, c'est d'abord parce que nous-mêmes, eh bien, on a beaucoup râlé, on s'est retrouvés dans des situations difficiles, dans des situations complexes qu'on a eu envie de dépasser. Et ça a d'abord commencé par cette première démarche. Comment, plutôt que de râler, d'avoir cet automatisme de râler, eh bien, je peux faire autrement. Mais en premier lieu, on est bien d'accord pour dire qu'il y a plein de situations difficiles, parfois incompréhensibles dans le domaine du travail et ailleurs aussi, et que ce n'est pas toujours facile de voir les issues. Alors notre objectif, il est aussi de déconstruire un certain rapport au travail qui peut être un rapport eh bien de rejet ou de distance, et plutôt de le mettre au cœur en se disant que chacun et le collectif
eh bien, on peut prendre sa pleine responsabilité pour vivre ce temps au travail qui est un temps important de nos vies, 8 heures minimum par jour, c'est quand même un tiers, largement un tiers de nos vies. Eh bien, comment est-ce que l'on peut prendre notre responsabilité, notre capacité à faire en sorte que cet endroit soit un lieu de transformation individuelle, un lieu d'épanouissement et un lieu de réalisation personnelle au service de ce que nous avons à offrir à nos clients. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 3 points. Le premier, c'est d'abord le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui, un monde qui bouge et qui va très vite. Et j'aimerais voir avec vous justement en quoi il est difficile aujourd'hui de vivre ces changements et pourquoi c'est difficile de vivre ces changements. Et je vous ferai une proposition en 3e point, celle de développer un leadership transformationnel pour tous. On parle souvent du leadership pour parler des managers et moi l'idée ici c'est de partager avec vous l'idée que le leadership, c'est-à-dire cette capacité à être autonome, à se prendre en main, à répondre par soi-même aux situations qui nous arrivent, il est vraiment pour l'ensemble des personnes qui ont à cœur d'avoir plus d'autonomie, plus de liberté dans leur vie et peut-être qui ont à cœur aussi de contribuer à des projets dans leur entreprise ou en dehors de leur entreprise. Donc, nous verrons comment développer ce leadership transformationnel. Alors d'abord, parlons de ce monde qui bouge. Je voudrais d'abord partager avec vous une petite anecdote. Il y a à peu près 1 an et demi, je participais à une grande conférence NetExplo qui réunit différents acteurs des grands groupes et on parlait de la révolution digitale. Et un des intervenants monte sur scène et nous dit « Nous connaîtrons plus de changements dans les 10 prochaines années que dans les 30 dernières. » Donc la projection, c'était de se dire 2020-2030, plus de changements dans ces 10 années-là qu'entre 1990 et 2020. Donc voilà, faites un peu la rétrospective de ce qui a pu se passer dans vos vies entre 1990 et 2020 et imaginez que les choses vont aller bien plus vite dans les 10 prochaines années. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va très vite, ça va en réalité plus vite que notre capacité humaine à intégrer ces changements. C'est Olivier Houdet, un professeur en psychologie du développement et en psychologie cognitive, qui a écrit un article pour dire vos équipes saturent du changement, mais vraiment au sens littéral du terme. Si on fait une analogie avec l'informatique, on pourrait dire que notre cerveau, la bande passante de notre cerveau est pleine. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a des ordinateurs et que la bande passante est pleine? On fait en sorte de pouvoir la vider ou de pouvoir rajouter de la capacité. Et donc, on en est un petit peu là sur nous humains face à ces changements. On sature et donc, on n'est pas dans une posture de réfraction au changement, comme je peux l'entendre parfois dans les organisations. Les gens sont réfractaires au changement, les gens ne veulent pas changer, etc. C'est simplement pas qu'ils veulent pas changer, c'est que c'est compliqué, que ça fait beaucoup plus que notre capacité à le faire et que, par contre, pour développer cette capacité, il y a des moyens. Mais simplement, il faut prendre le temps de pouvoir se les approprier et de se développer pour pouvoir naviguer dans un monde que certains économistes, observateurs, ont appelé le monde VUCA. Donc VUCA pour les anglo-saxons. En français, on parlerait d'un monde VICA pour dire volatile, imprévisible, complexe et ambigu. Alors, je vais revenir sur cet acronyme qui peut au départ paraître très théorique. Décrire un monde volatile, imprévisible, complexe et ambigu, on peut comprendre grosso modo ce que ça veut dire, mais on ne voit pas forcément concrètement de quoi il s'agit. Il me semble qu'avec la crise sanitaire que nous venons de vivre, on a ici une illustration très concrète de ce monde VICA. Prenons ce virus. Ce virus, le Covid-19, il est volatile, il est partout et nulle part, on ne sait pas si la personne en face de nous en est porteur, pas porteur, elle va me le donner, je ne vais pas le savoir non plus, il va venir se volatiliser chez quelqu'un d'autre. Donc voilà, il est partout et nulle part, on ne sait pas très bien le capter. Donc c'est cette notion de volatilité. Il est imprévisible. Les études, les statistiques, là, depuis le début, sont difficiles en fait à apprivoiser. Les études ne sont pas toutes randomisées, pas toutes solides.
Donc, on a une forme d'imprévisibilité, d'inconnu autour du mode de fonctionnement de ce virus, une imprévisibilité aussi par rapport à l'avenir. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague à l'automne? Ces questions-là restent en suspens. Donc, on navigue dans quelque chose qui est assez flou et où il y a beaucoup d'inconnus. C'est à la fois complexe. Pourquoi? Parce que plein de pans de notre société et de nos modes de fonctionnement se voient impactés par ce virus. La santé, d'abord, bien sûr, mais aussi l'économie. L'économie, le social, le culturel, on l'a vu avec les débats autour du port du masque, donc aussi des dimensions politiques. Donc on est dans quelque chose qu'on peut qualifier de systémique. L'ensemble du système est pris dans cette situation. Donc une vraie complexité qui englobe un tas de facteurs. Et puis il y a une forme d'ambiguïté, le A, pour parler de l'ambiguïté autour de ce virus, c'est-à-dire qu'à la fois on mesure un certain nombre de risques inhérents au virus lui-même. C'est un virus dont on peut mourir. Le risque économique, l'ensemble de ces entreprises qui a pris un sacré coup avec les 2 mois de confinement et puis le déconfinement par la suite, etc. Beaucoup d'entreprises qui ne se relèvent pas en fait de cette situation. Donc le risque, il est complètement présent, il est mondial. Et en même temps, on sent aussi une certaine opportunité de créer quelque chose de nouveau, de créer de nouveaux modes de travail, de nouveaux modes de coopération, de nouvelles finalités aussi pour les entreprises. Et donc, on est un peu dans cette ambivalence-là, risque, opportunité. Que va-t-il advenir de la suite de cet épisode et des conséquences de ce Covid-19? Donc voilà ici une illustration très concrète de ce que les économistes appellent depuis quelques années ce monde VUCA dans lequel on vit. On a déjà vécu des événements comme ça, des crises, on en a vécu. On peut le vivre à un niveau des organisations, dans les entreprises, cette volatilité, cette imprévisibilité, cette complexité, cette ambiguïté. On peut le vivre à un niveau beaucoup plus local. Là, on a vraiment une illustration concrète. Alors justement, qu'est-ce qui est difficile du coup dans ces transformations-là et dans ces changements? Eh bien justement, c'est cette injonction à changer. Le changement, ça fait maintenant longtemps qu'on en parle. Ça a même fait l'objet d'un bandeau de campagne présidentielle. Moi, j'ai commencé à travailler il y a une quinzaine d'années dans les organisations. On parlait d'accompagnement du changement déjà. Il faut changer, il faut que les gens changent, il faut transformer les organisations, accompagnons le changement, etc. Donc, il y a une certaine injonction au changement. Et l'obstacle majeur auquel on se confronte, c'est d'abord celui des habitudes. Le changement, introduire un changement, c'est d'abord bouleverser des habitudes, dans le travail notamment, là où les personnes savent ce qu'elles ont à faire, comment elles le font, ont des procédures dédiées et peuvent le faire de manière plus ou moins automatique. Et quand on change ces éléments-là, ces habitudes-là, on ne voit pas forcément tout de suite l'intérêt que ça peut avoir pour soi ou pour l'organisation. Imaginons un changement de logiciel. Si j'ai l'habitude depuis déjà 5, 6 ans, 10 ans de travailler sur un logiciel et que du jour au lendemain, on change, que je travaille par exemple sur un logiciel de facturation, on peut se demander exactement quelle plus-value en fait à changer de logiciel. Et je peux être un petit peu dans un inconfort à devoir me réadapter à un outil sur lequel je ne vois pas forcément la plus-value pour moi. Donc ça, c'est le premier niveau. Et puis en plus, ces habitudes-là, il faut savoir qu'elles sont ancrées au niveau cérébral. Ce sont des connexions neuronales, je vais y revenir après. Et donc, ça vient finalement, littéralement, confronter nos modes de fonctionnement et notre ancrage cérébral. Et c'est ça aussi qui est difficile pour nous, c'est qu'on est obligé de créer de nouvelles connexions et ça, ça demande un effort. Et d'ailleurs, on va l'expérimenter ensemble tout de suite. Donc, je vous propose qu'on fasse cette expérience-là pour voir qu'est-ce que c'est que de changer d'habitude. Alors d'abord, voilà, je vais vous présenter cette planche et je vous invite simplement à dénommer les couleurs que vous voyez apparaître sur l'écran. Vous pouvez le faire pour chacun d'entre vous directement. Je vous laisse là le temps de le faire.
Donc, je vous propose d'évaluer aussi comment ça s'est passé, si c'était une tâche facile pour vous ou pas, si ça vous demande un effort. Je vais maintenant vous proposer de lire les mots qui s'affichent. Et maintenant, je vous propose de nommer la couleur du mot. Alors, en faisant cette dernière tâche, il est possible que pour certains d'entre vous, eh bien, ça a été assez inconfortable, difficile, que vous avez senti une confrontation entre les deux choses. Vous avez eu envie de lire alors qu'il fallait nommer la couleur. Donc, quelque chose d'assez désagréable et ça peut même se manifester par une tension ici au niveau du cortex frontal. Donc, en fait, ce qui s'est passé là, c'est tout simplement que il y a une habitude qu'on a, qui est celle de lire, hein, qui est plus forte que celle de nommer les couleurs. D'ailleurs, je vous propose de regarder autour de vous et de poser vos yeux sur quelque chose qui est écrit sur un livre, sur un document, et je vous mets au défi de ne pas lire ce qui est écrit. Voilà, c'est impossible. En fait, cette habitude de la lecture est tellement ancrée, ça va très très vite. Nos connexions neuronales sont non pas en 4, 5G, on est sur de la 7, 8, 9, 10G. Voilà, il y a tout un faisceau de neurones en haut qui transmet l'information à une vitesse extrêmement rapide. Donc l'habitude de la lecture, elle est ancrée, contrairement à celle de la nomination de couleurs, qui est plus, que vous savez faire, hein, mais qui est moins automatique. Et d'ailleurs, heureusement, parce qu'imaginez que vous soyez rentré dans la pièce où vous êtes maintenant et que vous vous soyez mis à dénommer toutes les couleurs qui sont autour de vous, vous voyez que ça pourrait être quelque chose de très, très envahissant. Donc, à la fois les habitudes, nous en avons absolument besoin. C'est ce qui nous permet, par exemple, le matin de nous lever et de pouvoir effectuer nos routines sans avoir à se demander qu'est-ce que je dois faire après. Et en même temps, quand on a besoin de changer de tâche, donc là, comme je vous l'ai fait faire, plutôt nommer la couleur que de lire, on voit bien qu'il y a une confrontation qui s'opère, et donc ça demande un effort conscient pour réapprendre au niveau cérébral la nouvelle tâche. Donc c'est exactement ce qui se passe pour vous et pour vos collaborateurs quand on invite au changement, quand on change de logiciel, quand on change de service, quand on change de métier, quand on change de patron, quand on change de collègue. Eh bien, c'est exactement la même confrontation qui se passe au niveau de notre restructuration cérébrale. Donc, c'est ça que je voudrais vous montrer maintenant, hein, ces neurones, ces connexions de neurones. On parle de la plasticité cérébrale, donc se défaire d'une habitude pour la remplacer par une autre, c'est vraiment littéralement défaire nos connexions neuronales et recréer de nouveaux faisceaux de neurones qui vont créer de nouveaux comportements. Et ce moment où on défait les connexions pour en recréer de nouvelles, c'est un moment où on peut se sentir dans l'incompréhension, dans la colère, dans la frustration, dans la peur, dans le rejet, et donc râler. Parce que se lancer dans un projet, c'est d'abord aller vers un inconnu, aller vers une incertitude, aller vers de la complexité et de la non-assurance d'obtenir un résultat, et c'est parfois inconfortable. Alors pour pouvoir réagir différemment, parce que ce qu'on partage avec Christine et Emmanuel, c'est de dire que finalement, ce mode de comportement et de réaction n'est pas productif, en fait, nous aide pas à créer quelque chose de nouveau. Et donc, plutôt pour aider justement notre cerveau à trouver des solutions et à être créatif, eh bien, on a tout intérêt, en fait, à transformer notre comportement, et plutôt que de choisir la râlerie, eh bien, de choisir des comportements qui vont nous permettre d'aller vers la créativité et la production de solutions. Et pour créer une nouvelle habitude, il nous faut 21 jours, d'où ce titre, 21 jours pour booster la transformation. Alors, comment faire? C'est peut-être ça maintenant qui vous intéresse. Ok, je veux bien ne plus râler, mais je fais comment et je fais quoi à la place?
Et bien justement, la proposition, c'est celle de développer votre leadership transformationnel. Alors pour vous si vous êtes manager, pour vous si vous êtes membre d'une équipe, mais ça peut être aussi pour le collectif, pour l'ensemble du collectif. Alors pourquoi ça? Eh bien parce qu'on s'appuie aussi sur des données de recherche récentes, et c'est Scheller en 2017 qui a pu montrer des corrélations, donc ça veut dire des liens forts entre notre état d'esprit, notre manière de penser, nos valeurs, et le fait de pouvoir s'adapter et transformer nos différentes actions dans une organisation notamment, mais on pourrait dire dans la vie en général. Donc vous voyez, c'est ce qui est là au cœur de l'oignon, ce qui est finalement le plus invisible, ce qui est à l'intérieur de nous, hein, notre état d'esprit, ce qu'on pense, bien c'est ce qui est de plus caché parfois. Et bien c'est finalement ça qui va être le plus nécessaire et le plus efficace dans les situations qui nous demandent de nous transformer. Ensuite, on va avoir évidemment besoin d'outils, de méthodes, de processus. On va avoir besoin de tout ça, mais ce qui est visible, en fait, ce que d'ailleurs les organisations savent très bien faire, hein, rédiger des process, s'organiser, etc. On va le voir, mais ça va être beaucoup moins efficace dans le quotidien, ou en tout cas dans la transformation. Ça ne va pas suffire. Ça va être une condition nécessaire, mais non suffisante. Les outils, les méthodes et les processus, si on n'utilise que ça marche quand il y a uniquement du contrôle et du commandement. Quand on est dans des environnements beaucoup plus fluctuants, des transformations structurelles et culturelles, on a besoin d'aller toucher l'état d'esprit et les valeurs. Donc, dans la démarche qu'on vous propose, il y a d'abord 3 postures qui sont reliées au leadership transformationnel, qui sont la posture de responsabilité, en quoi je suis capable de répondre, vraiment le sens premier de la responsabilité, réponse, puis plus loin, habilité. Donc cette habilité à répondre aux situations. Il y a cette posture d'ouverture, comment est-ce que je peux voir les choses de manière différente. Peut-être qu'aujourd'hui j'ai un éventail qui est ouvert à un quart, et que je vois les situations et ma manière de fonctionner et celle des autres dans ce quart ouvert, mais peut-être qu'il y a tout un pan de l'éventail que je ne vois pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir son champ de visibilité et de mieux se connaître, mieux connaître les autres et d'envisager les situations sous un autre angle. La notion de coopération ensuite est vraiment une notion très importante, parce qu'en fait, on va se rendre compte que dans ces situations qu'on a besoin de faire bouger, de transformer, eh bien, on peut agir à son niveau, mais très vite, on va avoir besoin des autres. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place aussi des moyens de communication et d'action qui permettent de faire interagir les autres avec nous et d'engager aussi les autres dans nos modes de fonctionnement. Donc, ces 3 postures, elles sont au cœur de la démarche. Pour les retenir, on peut retenir le ROC. Je trouve ça intéressant comme acronyme, parce que le ROC, c'est à la fois ce sur quoi on peut s'appuyer, quelque chose qui est solide, et en même temps, si on pense au rock'n'roll, c'est quelque chose qui bouge, qui est en mouvement. Et donc, on est sur ces 2 piliers-là, à la fois l'ancrage et la possibilité d'être en mouvement. Alors, on va regarder les 5 piliers qui constituent la démarche. Le premier pilier, il est fondamental, c'est d'abord de se dire que s'il y a changement à l'extérieur, eh bien, pour pouvoir m'adapter à ce changement, pour pouvoir vivre dans ce changement, eh bien, la transformation, elle va commencer par moi. Donc, j'ai une situation extérieure sur laquelle je peux avoir plus ou moins la main, mais en tout cas, moi, je peux, par rapport à cette situation extérieure, faire le choix de me positionner d'une manière ou d'une autre, et donc de changer ma vision, de changer ma manière de faire, de changer ma manière d'être. Donc là, on est sur quelque chose qui, comme Gandhi le disait, si je veux un changement à l'extérieur, d'abord, je deviens le changement que je veux voir à l'extérieur. Hein. Donc si, par exemple, quelque chose est en train de se passer à l'extérieur et qui ne me convient pas, l'idée, c'est d'abord de regarder comment moi, je peux changer pour faire changer ce que je vois à l'extérieur. La deuxième approche, parfois quand on a dit ça, on se dit, bah, oui, ok, mais alors du coup, si je m'adapte à tout ce qu'il y a à l'extérieur, c'est comme si j'acceptais tout. Bah, justement, non. Hein. L'idée, c'est soit je décide de m'adapter à des choses que je suis prête
à accepter des situations extérieures et je change en fonction d'eux, soit je deviens le changement que je veux voir, donc je peux aussi être dans une autre proposition. Et donc ça m'amène du coup à apprendre à fixer mon cadre et à fixer mes limites. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est jusqu'où j'ai envie d'aller et comment je me positionne. Ce qui nous amène à la troisième approche, au troisième pilier, qui est de dire, donc si j'ai défini que je peux changer, qu'est-ce que je peux changer et qu'est-ce que je veux bien changer, eh bien, il va falloir que je l'exprime, que je le dise aux autres. Donc, on va apprendre, du coup, à exprimer ses besoins et ce, pour être entendu. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la communication et de la coopération qui s'effectue à ce moment-là. Comment fixer mes limites, comment parler de mes besoins en intégrant les autres et en étant entendu. Le quatrième pilier, il va consister ensuite à mettre en valeur nos apprentissages et nos réussites. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau aussi pour nos fonctionnements humains et aussi notre éducation. On a été à l'éducation, à une certaine type d'éducation qui nous a plutôt pointé les erreurs et les manquements, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas la note attendue, plutôt que de valoriser les réussites. Donc ça, c'est une première chose qui est ancrée dans notre éducation. Et puis, d'un point de vue même plus culturel et presque, on peut dire, biologique, on a un cerveau reptilien, cerveau archaïque, cerveau des émotions, qui est là pour repérer aussi les risques et les dangers pour nous. Qui était évidemment très utile et qui nous est très utile parce qu'il capte très très vite s'il y a des dangers autour de nous. Donc si par exemple je conduis, c'est évidemment très important d'avoir une information qui me permet de me protéger du danger. Et quand on était dans les cavernes, on avait absolument besoin aussi de se protéger du risque extérieur, des animaux dangereux, etc. Donc on est habitué d'un point de vue archaïque à repérer les situations difficiles, les situations dangereuses pour nous, le risque. Et là, l'idée, c'est de dire, OK, comment est-ce que je peux apprendre, du coup, à mettre en valeur plutôt ce qui va bien, les réussites et mes apprentissages. Donc, c'est un retournement, en fait, là aussi, d'habitude et de chemins automatiques qui sont tracés dans nos cerveaux. Et donc, on apprend à focaliser sur ce qui se passe bien, ce qui va bien, ce qui fonctionne, et on essaye de renforcer de plus en plus ces dimensions-là par la mise en valeur des réussites et des apprentissages. Donc ça, c'est tout un courant qui s'appelle le courant de la psychologie positive et qui permet en fait de mettre en valeur nos forces, là où on est capable d'agir le plus facilement et où on contribue du coup de manière la plus efficace. Et puis enfin, le cinquième pilier de cette démarche, c'est l'idée de pouvoir se donner la permission de prendre soin à la fois de nous et aussi de la relation aux autres. Donc, d'être dans cette bienveillance et vraiment au sens noble du terme et de cette définition. Moi, j'aime beaucoup ce mot qui est un petit peu utilisé aujourd'hui par Mons et par Vaux, mais c'est vraiment un mot fondamental. La bienveillance, veiller au bien, veiller à ce qu'on partage tous ensemble, c'est vraiment fondamental et c'est loin d'être une image édulcorée. Au contraire, c'est plutôt de se dire oui, la vie est pleine de dangers, de responsabilités, de risques, de choses à faire. Comment je peux veiller à ce que dans cet environnement-là, je me sente le mieux possible, je puisse prendre soin de moi, je puisse avoir de l'oxygène pour, du coup, pouvoir m'occuper des autres, être dans la relation aux autres et donner aux autres. C'est difficile de donner quelque chose que l'on n'a pas d'abord pour soi-même. Pensez aux consignes de sécurité dans les avions. Si l'hôtesse de l'air dit d'abord, quand les masques à oxygène tombent, vous vous équipez d'abord, vous les adultes, et ensuite vous équipez vos enfants, c'est bien parce que pour aider quelqu'un à respirer, il faut déjà que je puisse respirer moi-même. Donc cette notion de se donner la permission de prendre soin de soi et de sa relation aux autres, eh bien, elle passe d'abord par cette prise en compte de ses propres besoins et de son propre bien-être.
Alors, au cœur de cette démarche, il y a vraiment plusieurs convictions importantes. D'abord, l'idée, on l'a dit, de se dire, oui, il y a plein de bonnes raisons en fait de traverser des moments difficiles au sein des organisations et des entreprises. Et que en fait nos réactions de râlerie, de frustration, elles parlent d'abord de prendre soin de nos besoins. Derrière, il y a des besoins qui crient, il y a des il y a des demandes en fait qui méritent d'être prises en compte. Et donc c'est cette manière de faire peut être un repoussoir et du coup ne pas nous permettre d'exprimer ce qui au fond est très important. Donc, on a une résistance à changer dans nos habitudes et on peut aussi parfois se comporter de cette manière-là par envie de rassembler un corps social. Ça permet parfois aussi de moins s'engager, de parler des choses qui ne vont pas, où tout le monde est d'accord pour dire que ça ne va pas. Ça resserre les liens. Et donc, on va faire ça par cynisme, par critique et aussi pour avoir du monde autour de soi, alors qu'au fond, en vrai, ce qu'on aimerait, c'est plutôt de la bienveillance et de l'optimisme. Et ça, j'ai vraiment pu le vérifier à plusieurs reprises dans les organisations. C'est-à-dire qu'à la fois, dans les réunions, j'ai pu observer, et moi-même, j'ai pu jouer ce jeu-là d'ailleurs, du cynisme et de la critique pour pouvoir être bien ensemble en réunion et faire un collectif, hein, avec des choses qui du coup dysfonctionnaient, hein, parce que forcément, on ne crée pas du tout la même dynamique dans cet état d'esprit-là. Et par ailleurs, organiser des team building, des séminaires de motivation ou d'équipe dans lesquels les personnes disaient d'abord, quand on leur parlait des attentes, on veut quelque chose d'humain, on veut pouvoir coopérer, on veut pouvoir se parler, on veut pouvoir travailler ensemble dans de bonnes conditions. Comme là, il y a vraiment une contradiction en fait dans nos postures. On veut quelque chose et en même temps, on se comporte de manière totalement différente. Voilà, dû à nos habitudes. Donc c'est là que vraiment on est invité à travailler sur nos postures, à adopter de nouvelles postures et à travailler sur comment je crée des liens plus constructifs et nourrissants, comment je transforme aussi mon rapport à l'autre et je m'engage finalement davantage, ce qui fait que mon lieu de travail devient aussi un lieu où je me réalise, où je parle de moi et où je contribue et je m'épanouis à ce niveau. Comment je peux considérer que le travail est un lieu de partage, et du coup, où la relation humaine va être un levier puissant à la réussite collective. C'est vraiment ce dont on va avoir besoin ces prochaines années, de mettre nos cerveaux en connexion pour trouver des solutions aux problèmes qu'on va rencontrer. Comme je vous l'ai dit, un monde VUCA, un monde volatile, imprévisible, complexe et ambigu, ça veut dire que à un cerveau, même très intelligent, même au potentiel, et je les connais bien, on n'est pas en mesure de solutionner tous les problèmes qu'on va rencontrer. C'est trop compliqué, ça va trop vite, c'est trop changeant. Et donc, on va avoir besoin de mettre l'intelligence collective ensemble pour pouvoir résoudre des problèmes dont la complexité aujourd'hui est incommensurable. D'autant plus que quand vous mettez des personnes autour d'une table, il faut le savoir aussi, eh bien vous minimisez parfois leur capacité de création. Pourquoi? Parce que il y a d'autres phénomènes, des biais sociaux notamment, qui du coup nous empêchent par cynisme, justement, critique, valorisation de l'ego, enjeu de pouvoir, d'être vraiment en train de capter nos intelligences ensemble. Donc ça veut dire que pour réussir collectivement, on a besoin à la fois de mettre tout le monde autour de la table, de capitaliser nos intelligences et on a besoin de réguler ces intelligences. Sinon, on peut aussi là perdre de la bande passante. Et d'ailleurs, c'est là où parfois il peut y avoir des doutes autour de l'animation de l'intelligence collective, parce que justement, on n'a pas forcément bien régulé tous les biais sociaux qu'il peut y avoir autour. Donc c'est vraiment les deux. C'est à la fois capitaliser sur l'intelligence collective et surtout être attentif à la régulation des relations. Donc à partir de là, on peut considérer le travail comme un lieu où chacun peut apporter sa contribution et se rendre compte que nous avons un pouvoir individuel et collectif bien plus grand que ce que l'on peut imaginer pour transformer notre expérience au travail et celle de notre entourage. Donc l'idée, c'est vraiment de le découvrir
et de vivre ce programme qui est un programme de coaching collectif en fait, où on regroupe une quinzaine de personnes qui sont volontaires, qui ont envie de vivre cette expérience, de vivre ce moment de transformation pour elles, de vivre cette opportunité finalement d'appréhender sa propre posture, de développer de nouvelles habilités à répondre aux situations professionnelles qu'elles vivent et de leur quotidien, et puis finalement d'envisager ces dernières sous un nouvel angle. À la fin, on peut communiquer efficacement pour obtenir des résultats souhaités. Et donc, c'est vraiment ces 4 points que l'on aborde dans ce coaching collectif qui se divise en 3 séances, par exemple progressives de 4 heures ou en 6 séances de 2 heures. Alors, regardons comment ça se passe. Il y a la progressivité des séquences. D'abord, comme on l'a dit, il y a plein de bonnes raisons de vivre des frustrations et du coup de râler au boulot. Donc, dans la première séance, d'abord, on fait le bilan et on exprime les difficultés qu'on peut vivre dans le changement. Dans la deuxième étape, on va identifier nos réflexes et comment faire autrement. On va identifier aussi quand est-ce qu'on pose des limites et quand est-ce qu'inversement, on est en train de râler et de pas du tout être en train de construire quelque chose de nouveau. Dans l'étape 3, on va finalement faire des choix et passer à l'action. Et dans l'étape 4, on va expérimenter le lâcher-prise. Les situations qu'on décide de ne pas changer ou qu'on pense à un moment donné ne pas pouvoir changer, comment je peux les vivre avec plus de tranquillité. Donc, on expérimente le lâcher-prise. Et puis enfin, on va apprendre à communiquer pour mieux coopérer avec les autres et puis à adopter un discours positif, valorisant sur les succès et les apprentissages. Je tenais à vous mettre ici quelques témoignages, témoignages de personnes qui ont vécu ces séminaires et ces accompagnements. Ce qui est commun beaucoup dans ces témoignages, c'est de dire que j'ai repris du pouvoir d'agir. Je me suis rendu compte que j'avais la main là où je pensais être coincée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui remonte très souvent, le fait de pouvoir se rendre compte que oui, j'ai du pouvoir, je peux modifier les choses, même là où c'est compliqué, je peux prendre plus de distance, plus de recul, je peux parler, même à une personne avec qui je pensais ne pas du tout pouvoir installer le dialogue. Voilà, donc j'avais très envie de pouvoir partager cela avec vous. Si vous avez envie d'aller plus loin, sachez que vous pouvez donc soit visiter le site www.pcdeveloppement.fr où vous trouverez un certain nombre d'informations concernant les accompagnements pour les managers, les hauts potentiels et les femmes. Vous pouvez aussi directement me téléphoner au 06 16 98 73 81. Je serais ravie de pouvoir parler avec vous peut-être davantage de votre situation au niveau local dans votre entreprise par rapport à des projets que vous pouvez avoir ou que vous êtes en train d'accompagner et puis comment est-ce qu'on peut du coup aider vos équipes à dépasser ces situations d'inconfort, d'incompréhension, parfois de rejet et les aider en fait là aussi à prendre leur pleine place et à contribuer au niveau qu'ils le souhaitent. Donc voilà, je suis à votre écoute et à votre disposition. Vous pourrez prendre d'ailleurs rendez-vous avec moi pour ce que j'ai appelé une session d'analyse stratégique de votre situation. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Ça vous permet de trouver un créneau sur lequel on peut tout simplement échanger sur votre situation. Dans tous les cas, voilà, je serais ravie d'avoir cet échange avec vous, mieux comprendre ce que vous vivez actuellement et puis mieux vous connaître. Voilà, j'avais envie aussi de partager avec vous quelques points presse qui ont été faits, donc soit en communication interne dans les entreprises, soit à l'extérieur. Alors sur J'arrête de râler, vous allez trouver évidemment le site de Christine, www.j'arrête-de-râler.fr. Vous trouverez aussi mes collègues ambassadrices diverses et puis toute une documentation, notamment sur ce qu'on a fait dans des grands groupes. Donc comme je vous disais, moi j'ai travaillé 15 ans dans des grands groupes avant. Et j'ai installé cette méthode pour accompagner le changement dans une des directions d'un grand groupe. J'étais à ce moment-là directrice de la transformation. Donc là, j'accompagnais un comité de direction, par exemple. Donc voilà, je vous laisse découvrir ce qu'ils ont pu dire à l'issue.
Moi, une anecdote qui m'a marquée, c'est un dirigeant d'unité qui s'est autorisé à reprendre le sport, par exemple entre midi et 2, chose qu'il ne faisait plus, pensant que il fallait absolument qu'il soit là, qu'il ne pouvait pas se permettre d'être absent d'être absent, quoi, tout simplement de son bureau, etc. Donc, il ne s'autorisait pas ce moment de détente pour lui. Et puis, au cours des séances ensemble, il s'est réautorisé à aller courir une demi-heure, trois quarts d'heure entre midi et 2. Et au fond, il s'est rendu compte que d'abord, personne ne lui en voulait, que certains ont embrayé le pas derrière lui et venaient même avec lui ensuite. Et puis que lui, ça lui faisait un bien fou et qu'il était bien plus disponible pour ses équipes ensuite. Voilà, donc quand on parlait du cinquième point qui est s'autoriser à se faire du bien et à prendre soin aussi des autres, ben, voilà, on a ici une illustration très concrète de ce cinquième pilier. Voilà, donc je suis vraiment ravie d'avoir partagé ça avec vous. Si vous voulez des références de lecture qui sont en lien avec ce que je viens de vous dire, J'arrête de râler au boulot, bien sûr, de Christine Levicki et d'Emmanuel Nave, paru en 2018 chez Erol. L'intelligence collective, clé du monde de demain, en 2019 de Jean Stone, où il parle de l'intelligence collective, bien sûr, et du monde VUCA dont je vous ai parlé là. Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite en 2010 par Carol Dweck, formidable livre où on comprend nos automatismes, nos modes de fonctionnement qui parfois nous figent dans des modes de pensée. Et donc, c'est comment passer d'un état d'esprit qu'elle appelle fixe à un état d'esprit de développement, cet état d'esprit où on peut ouvrir à l'apprentissage. Donc, je vous laisse aussi découvrir cette formidable lecture. Et puis, je vous parlais de Olivier Houdet et de cet article. Votre équipe est-elle saturée de changements? Voilà, que vous pourrez retrouver également dans le magazine Gestion, le volume 44. Voilà, deux pages avec beaucoup de contenu sur cette notion-là, et donc de comprendre qu'il n'y a pas de positionnement réfractaire au changement, sauf posture idéologique qu'on peut voir, mais qui sont finalement assez rares, plutôt simplement des êtres humains qui sont face à leur mode de fonctionnement, à leurs ressources, plus ou moins utilisées, plus ou moins connues, plus ou moins du coup développées. Et donc, comment est-ce qu'on peut accompagner ces équipes à accéder à ces ressources-là et à comprendre aussi qu'il y a peut-être une saturation à un moment donné. Je vous remercie, je vous laisse ici mon contact. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, comme j'ai l'habitude de le dire, prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. À très bientôt. Merci de votre attention.